Très bien. Donc, en Ouais. fait, en guise d'introduction, je vous ai rappelé simplement ici le document qui avait été distribué à l'époque pour annoncer le stage. C'était le 21 juin 2023. Donc, en guise d'introduction, oui, donc la dernière fois, on s'était arrêté à l'année 1900, enfin, aux années 1975-1977. Donc, je reprendrai à quelque chose près à partir de cette date. Donc ce soir, on va passer en revue une décennie, on le rappelait tout à l'heure en guise d'introduction avec Monsieur Fesselier-Soherip, la décennie 77-89 est très dense, intense aussi, ça dépend par quel bout on regarde les choses. Il y a énormément de choses et sur un territoire relativement faible de superficie avec une population somme toute peu nombreuse. Et sur une période relativement courte, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, j'essaierai de passer tout ça en revue et d'être le plus complet possible. Alors, notre période commence avec l'avènement d'un certain nombre d'indépendances dans l'arc mélanésien. C'est le cas pour Fidji, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Salomon et le Vanuatu en fin de période, respectivement 70, 75, 78 et 1980. Et en Nouvelle-Calédonie, ce contexte régional, bien évidemment, a aussi des répercussions sur l'état d'esprit des leaders politiques. Donc, on était dans un contexte régional qui est marqué par l'indépendance d'un certain nombre de pays de l'arc mélanésien et que tout ça avait des conséquences sur les revendications et les motivations politiques des mouvements qui commencent à se faire jour à cette époque-là. Donc, vers l'option pour l'indépendance kanak, c'est un peu notre première partie qui va nous amener jusqu'à 1981, qui est une date charnière dans la mesure où on a un changement de présidence à la tête de l'État. Et là, ça va aussi avoir des répercussions sur la suite des événements. Donc, cette période est marquée par un- des revendications de terres de plus en plus affirmées, notamment dans l'intérieur de la Grande Terre, dans des communes où les populations sont à l'étroit dans leurs réserves. Et compte tenu de la natalité et de l'accroissement démographique, eh bien, il y a une volonté de s'étendre par rapport aux espaces traditionnels. Elle est aussi marquée par la création en 1975, après le désaveu de la mission territoriale à Paris, afin de discuter du nouveau statut calédonien. En effet, le président Valéry Giscard d'Estaing, qui est déjà qui a maille à partir avec son Premier ministre Jacques Chirac, renvoie la délégation calédonienne menée par Yann Sélénio Eregei sur son Premier ministre et celui-ci leur déclare que c'est à quitte ou double, soit ça sera le statut qui est proposé par le gouvernement, ou soit ça sera l'indépendance. Et Yann Sélénio Eregei de répondre du tac au tac au Premier ministre Jacques Chirac, eh bien ce sera l'indépendance. Et en 1975, pour la première fois, à l'Assemblée territoriale dans un discours. Monsieur Séléné Uregei conclut son discours par Vive la Nouvelle-Calédonie libre et vive l'indépendance. Au mois de juin 1975, un certain nombre de partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée territoriale se regroupent au domicile du député Roch Pidgeot et prennent l'engagement de créer un comité de coordination pour l'indépendance. Et autour de la table, il y a un certain nombre de leaders politiques qui se rendent compte que l'autonomie qui était tant réclamée depuis la fin de la loi cadre de fer, qui avait été vidée de sa substance par un certain nombre de lois qui lui avaient enlevé toutes les franchises et les libertés acquises à partir de 57, notamment les lois Jacquinot, les lois Billotte, la loi Debré sur l'enseignement privé. Et donc ces leaders kanaks se font fort désormais de combattre pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Face à cette situation, le gouvernement va proposer, notamment par le statut Stirn, une sorte d'adéquation entre les velléités autonomistes des Calédoniens, puisque, ne l'oublions pas, à cette époque-là, les Calédoniens d'origine européenne, représentés par des leaders politiques à l'Assemblée territoriale et comment dire, de la population, les électeurs mélanésiens, sont très attachés à l'autonomie, en particulier l'autonomie de gestion et l'autonomie de décision. Et donc, le secrétaire d'État Olivier Stirn va proposer un statut qui fasse la part belle à comment dire, des restes d'autonomie, si j'ose dire, en proposant une reprise en main, enfin le maintien d'une main assez forte du gouvernement
sur l'évolution politique du territoire. Cette période, elle voit aussi deux congrès qui sont très importants, deux congrès politiques qui sont très importants. Le premier, c'est un congrès normal, si j'ose dire, et le second, c'est un congrès constitutif, un congrès fondateur. En effet, au mois d'avril 1977, devant la dégradation des rapports humains entre les populations calédoniennes, notamment dans le sillage des revendications foncières et des occupations de terres, les tenants du maintien de la Calédonie dans la France se trouve un leader en la personne de Jacques Lafleur, qui au cours d'un grand congrès fondateur au mois d'avril 1977 va donc créer le RPC, le Rassemblement pour la Calédonie. Et ce RPC va s'adjoindre le R de République à la demande de Jacques Chirac et de Dick Ukwiwe pour devenir l'année suivante, en 1978, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République. Et puis un mois plus tard, au mois de mai 1977, alors que c'est une année électorale importante, puisqu'au mois de septembre, il y aura des élections territoriales, l'Union calédonienne, le principal parti autonomiste calédonien, est attendu sur la thématique de l'indépendance. Elle organise son congrès à Bourail, une première phase qui aura lieu dans la salle du Colisée, que tout le monde connaît, et puis un deuxième temps, cette fois-ci à la tribu d'Azareux, à la maison commune de la tribu d'Azareux. Ce congrès voit l'option pour l'indépendance être choisie par défi, certainement plus que de dépit plutôt plus que de défi. Et à Azareux, l'Union calédonienne fait sa révolution de palais puisqu'elle va renouveler considérablement ses leaders. En effet, à la place des anciens qui sont toujours maintenus à des postes honorifiques, c'est le cas du député Roch Pidgeot qui reste président du mouvement et de Maurice Lenormand, tous deux fondateurs du parti en 1956, qui reste commissaire général. Par contre, sur tous les autres postes, eh bien, de nouvelles personnalités apparaissent. C'est le cas d'Éloi Machoro, de Pierre Declercq, de Jean-Marie Tjibaou, de Yewene Yewene et de François Burck. Et en même temps qu'elle renouvelle ses élites, l'Union calédonienne renouvelle aussi son discours et se place résolument dans le combat pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Donc on peut dire que cette année 77 est véritablement une année charnière, puisque désormais, tout l'axe, toute la vie politique calédonienne tournera autour de cet axe pour l'indépendance ou pour le maintien dans la République. Face à la situation économique, sociale qui s'est dégradée avec la mévente du nickel, il y a des grèves à répétition en Nouvelle-Calédonie, le chômage augmente, une forme de crise sociale est en train d'avoir un effet pesant sur la situation politique. Et c'est à ce moment-là que le jeune secrétaire d'État à l'outre-mer, Paul Dijoux, va donc proposer un plan de développement économique, culturel et social à long terme pour la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes dans les années 78, 79, 80. Et j'ai choisi de mettre un peu en relief cet aspect-là, puisque vous allez voir qu'il y a une sorte de fraîcheur contemporaine avec la situation actuelle. En effet, les aides de l'État, qui sont conséquentes, hein, afin de redynamiser un certain nombre d'infrastructures primaires et secondaires, et puis d'alimenter par l'emprunt les besoins de la Calédonie, eh bien, l'État, le gouvernement, souhaite que ces aides soient accompagnées de réformes structurelles, notamment en termes de rigueur budgétaire, de compression des charges de personnel qui sont trop importantes pour le territoire, et puis la volonté d'instituer une fiscalité moderne, et en particulier la création d'un impôt sur le revenu. Et puis le grand sujet, le grand dossier du plan Dijoux, c'est la réforme foncière. En effet, dans la droite ligne des revendications de terre qui se sont fait jour à cette période-là, eh bien, le gouvernement répond par une volonté de réforme foncière et d'aménagement rural. Et donc, c'est le fameux plan Dijoux, qui a aussi été surnommé le plan de la France en Nouvelle-Calédonie, et qui sera d'une certaine manière salué par la classe politique,
mais rejeté dans ces termes, excepté pour un certain nombre de dossiers, notamment la réforme foncière, qui sera encouragée. En 1979, à la suite des élections territoriales de 1977, Olivier Stirn va proposer un aménagement du pouvoir, enfin un aménagement, pardon, du mode d'élection à l'Assemblée territoriale. En effet, le gouvernement souhaite consolider le RPCR de Jacques Lafleur, qui a déjà été élu député d'une deuxième circonscription qui a été créée en 1978. Il est donc le deuxième député de la Calédonie avec Roch Pidgeot. Et dans la perspective de ces élections qui auront lieu en 1979, après une dissolution de l'Assemblée territoriale, eh bien, le gouvernement crée un siège supplémentaire dans la circonscription sud qui bénéficiera au RPCR de Jacques Lafleur. Dans les modalités d'élection des représentants calédoniens à l'Assemblée territoriale, le gouvernement va aussi mettre en place une modification électorale et va relever le seuil de représentativité des élus à 7,5% des inscrits. C'est un chiffre très important qui demande aux partis politiques en place de se regrouper, de se fédérer, de se réunir. Et donc, c'est ce qui va se passer dans la perspective des élections territoriales du 1er juillet 1979. Un certain nombre de partis politiques qui siégeaient à l'Assemblée territoriale sont tenus de se regrouper, sinon ils ne seront pas élus. De cette manière, le législateur lutte également contre la balkanisation de l'Assemblée territoriale, où entre 72 et 77, on avait presque une quinzaine de petits partis politiques dont il était assez difficile de trouver des alliances afin d'établir une majorité solide. Vous avez ici un tableau qui montre par exemple ce qu'il se passe pour un certain nombre de petits partis politiques, 7 au total, qui vont se regrouper dans une fédération de partis qui va prendre le nom de Fédération pour une nouvelle société calédonienne, la FNSC. Du côté des indépendantistes, le Front indépendantiste, créé également pour l'occasion, va regrouper 5 partis autour de l'Union calédonienne. Et le RPCR était déjà dans une démarche de rassemblement autour de son leader et de ses instances. Et donc, entre 77 et 79, eh bien, il rassemble autour de lui cinq partis politiques différents. Au soir du dépouillement, au soir du scrutin, le RPCR, donc avec le nombre de voix qui s'affiche à l'écran, obtient 15 sièges, le Front indépendantiste 14 sièges et la FNSC 7 sièges. On a bien ici 36 sièges et vous remarquerez que le fait d'avoir rajouté un siège supplémentaire dans la circonscription sud permet au RPCR de devancer légèrement le Front indépendantiste. Les alliances s'organisent à l'issue de ce scrutin, puisque l'addition normale des sièges du RPCR et du FNSC vont donner une première majorité stable dans les institutions jusqu'en 1982. Et puis après, on verra d'ici quelques instants qu'il va y avoir un retournement d'alliance, un basculement, une motion de censure qui permettra cette fois-ci l'établissement d'un conseil de gouvernement entre le Front indépendantiste, cette fois-ci, et la FNSC. Et 79, c'est aussi petit à petit l'arrivée aux élections présidentielles de 1981. Depuis 7 ans, le président Valéry Giscard d'Estaing dirige la France. Et vous avez ici une évolution des différentes prises de position du Parti socialiste et du Parti communiste français sur les évolutions de l'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie en particulier.
Au niveau du programme commun, je rappellerai juste qu'en 1972, le gouvernement, s'il est élu, le gouvernement socialiste, s'il est élu, eh bien, reconnaîtra le droit à l'autodétermination des peuples des Dom-Tom. Plus loin, dans le projet socialiste qui est élaboré pour d'autres élections, on évoque l'évolution des statuts actuels, notamment pour les territoires d'outre-mer, et puis le fait de se prononcer pour une possibilité d'ouvrir un certain nombre de négociations afin d'établir des liens avec la France dans le cadre d'une structure mutuellement consentie. En janvier 81, dans le fameux programme des 110 propositions du candidat Mitterrand pour la France, qui est distribué à très grande échelle, la proposition numéro 58 parle d'une volonté de changement pour les peuples d'outre-mer et il est annoncé l'ouverture d'une ère de concertation et de dialogue à partir de la reconnaissance de leur identité et de leur droit à réaliser leurs aspirations. Et enfin, dans la profession de foi du candidat Mitterrand, le 26 avril 81, on parle d'une identité de chacun sera reconnue et comportant le droit d'être soi-même sans plus de détails. Le 10 mai 81 voit l'élection du candidat Mitterrand face à Giscard d'Estaing. Et dans les coulisses des négociations durant la campagne électorale, il y a un certain nombre d'émissaires et de contacts entre le Parti socialiste et l'Union calédonienne en particulier s'étaient organisés afin de garantir que le député Pidgeot eh bien, serait inscrit ou apparenté au groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Donc il y a eu des pourparlers, il y a eu des échanges épistolaires, des échanges de courriers entre les différents états-majors à cette époque-là. En 1982, l'autre point important avec l'arrivée au pouvoir des socialistes, c'est le renversement de l'alliance entre la FNSC, qui s'était alliée avec le RPCR depuis 1979, et à la faveur d'une motion de censure qui a été prise à l'issue de ce qu'on a appelé l'accord de la vallée des colons. La vallée des colons, pourquoi? Parce que c'était le domicile de M. Gaston Morlet, qui était l'un des leaders de la FNSC. Et pendant les mois de mai-juin 82, il y a eu des réunions, d'abord secrètes, puis après plus discrètes, entre les tenants des deux partis politiques représentés à l'Assemblée territoriale, afin d'accoucher d'un contrat pour un gouvernement de réforme et de développement. C'est son nom, et l'accord de la Vallée des Colons va donc entériner ce contrat de gouvernement. Il est signé, en tout cas il est adopté par le Front indépendantiste de Jean-Marie Tjibaou, la FNSC des Jean-Pierre Haïfa, Christian Boisserie et Gaston Morlet. Et puis, euh, c'est une surprise pour certains, mais c'est quelque chose de tout à fait normal pour d'autres, de Henri Ouetta, qui était un élu RPCR, mais qui, vis-à-vis de Jean-Marie Tjibaou, est tout simplement son beau-frère, puisque Henri Ouetta est le frère de Marie-Claude Ouetta, épouse Tjibaou. Et donc, il rejoint le conseil de gouvernement qui est composé de 6 membres avec un vice-président issu de l'Assemblée territoriale en la personne de Jean-Marie Tjibaou. Ce conseil de gouvernement, il est présidé par le haut-commissaire de l'époque, qui est M. Christian Nucci. Vous avez donc les différents points de ce contrat de gouvernement que vous pourrez tranquillement lire à tête reposée. Ce gouvernement Tjibaou, il va donc travaillé pendant 2 ans et 6 mois, très précisément, du 18 juin 1982 au 18 novembre 1984. Alors passons en revue très rapidement quelques-unes des réformes qui sont menées par ce Conseil de gouvernement, notamment en termes de développement des antennes de lycées professionnels, c'est-à-dire qu'à partir de la classe de cinquième, un collégien pouvait être orienté vers la voie professionnelle et rejoindre des annexes, des antennes de lycées professionnels. Au niveau de l'enseignement, on va multiplier les mini-maternelles en tribus. Ça, c'est un souci d'éviter la rupture entre la mère et l'enfant à un âge très précoce. Et donc, on va multiplier les maternelles dans les tribus. Juste pour prendre l'exemple de la commune de Bourail, vous allez avoir 2 mini-maternelles, l'une à Poté
et l'une à Bouirou, pour ceux qui connaissent. Et donc, on accueille là des enfants très jeunes, hein, avant la maternelle ou en classe de maternelle. Les élus de ce conseil de gouvernement décident également d'étendre l'obligation de la scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. Des programmes concernant l'environnement et les besoins des enfants sont adaptés par rapport aux programmes nationaux. Et on développe pour la première fois officiellement, si j'ose dire, l'enseignement des langues vernaculaires. En termes de santé et de médecine, le conseil de gouvernement va racheter une clinique privée, celle de Magenta, et va l'intégrer au centre hospitalier territorial pour en faire un pôle mère et enfant, qu'elle a été d'ailleurs jusqu'à son démantèlement pour intégrer le Medipôle. En termes économiques, on lutte contre l'inflation, on réduit comment dire, le déficit budgétaire, et les exercices 82 et 83 voient cette fois-ci un excédent budgétaire au niveau du budget local. Et puis, révolution, qui avait été demandée, rappelez-vous, dans les mesures structurelles, les réformes structurelles demandées par le plan d'Ijoux et par le gouvernement de Raymond Barre, eh bien, localement, hein, on crée l'impôt sur le revenu, qui est une véritable révolution ici, puisque jusqu'en 82, il n'y avait pas d'impôt sur le revenu. Et puis, en termes de valorisation des cultures et des lieux de mémoire, il y a donc un financement du foyer culturel vietnamien. Le musée de Bourail, l'ancienne fromagerie, devient, grâce aux subsides du gouvernement local, un musée de la colonisation pénale et libre. Et puis, dans la perspective de l'organisation du Festival des Arts du Pacifique en Nouvelle-Calédonie en 1984, eh bien, on va construire un centre culturel qui existe toujours d'ailleurs à Yingen. J'ai retrouvé aussi dans les archives que par l'intermédiaire des fonds du FIDES et avec une intervention du député Pidgeot, eh bien, le conseil du gouvernement avait eu aussi des crédits de financement pour la construction d'une loge maçonnique à Nouméa. Et puis, dans la droite ligne comment dire, la sensibilité du secrétaire général de la FNSC, qui n'est autre que M. Louis-José Barbançon, eh bien, une stèle commémorant la disparition du caboteur va être inaugurée également dans ces années-là. Et enfin, en termes de tourisme et de promotion touristique, on crée la compagnie Air Calédonie International et on développe le tourisme par un certain nombre de signatures avec des tours opérateurs étrangers. Et puis le gouvernement socialiste à Paris ne reste pas les bras croisés, puisque dans la droite ligne du discours d'Henri Emmanuelli, en juillet 81 à Nouméa, eh bien, le gouvernement va prendre des ordonnances, c'est-à-dire qu'il va se soustraire au pouvoir législatif du Parlement et prend des ordonnances pour engager rapidement une politique de réforme en Nouvelle-Calédonie. Donc, entre le 15 octobre et le 23 décembre 82, il y a 7 ordonnances qui sont prises, notamment en matière comment dire, de présence des assesseurs coutumiers dans les juridictions dans le droit civil, ce qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. On prend des mesures pour le développement économique, pour la modification de certains termes du droit du travail, et on crée un office culturel, scientifique et technique kanak, dont l'un des objectifs déjà à l'époque est de faire un inventaire du patrimoine dispersé des objets de la culture kanak. On crée également une agence qui, qui est concernée par l'aménagement foncier et rural, et on reconnaît un certain nombre de droits coutumiers sur les espaces ancestraux. Et puis en termes d'énergie, on crée un fonds d'électrification rurale. Là, l'idée, c'est d'alimenter les foyers les plus éloignés, les plus enclavés, soit par du filaire, soit par des installations solaires. Et enfin, dans toutes les communes qui sont dotées d'un patrimoine minier, d'un cadastre minier, eh bien, on crée une réglementation minière qui va créer ces commissions minières communales qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et face à une situation de plus en plus tendue, en effet, en janvier 83, 2 gendarmes mobiles sont tués lors d'une intervention sur commission rogatoire à la tribu de Coindé-Huipoint, dans ce qu'on a appelé l'affaire de Coindé.
Et la situation en Nouvelle-Calédonie se tend sérieusement, commence à se crisper. Le ministre Georges Lemoine, qui a pris la suite d'Henri Emmanuelli, décide de réunir à quelques kilomètres de Paris euh, toutes les, tous les partis représentés à l'Assemblée territoriale, c'est-à-dire le RPCR, le Front indépendantiste et la FNC. Et donc, tous ces élus se retrouvent à Nainville-les-Roches, où pendant 5 jours, eh bien, il va y avoir des discussions, des pourparlers autour d'un certain nombre de sujets. Cette déclaration de Nainville-les-Roches débouche sur l'adoption d'une déclaration finale qui est signée par la FNSC, par le Front indépendantiste, mais que refuse de signer le RPCR de Jacques Lafleur. On le verra pourquoi d'ici quelques instants. Dans cette déclaration finale, il est donc reconnu l'abolition définitive du fait colonial, la reconnaissance à égalité de la civilisation mélanésienne et de la civilisation européenne. Il est également acté la reconnaissance du droit inné et actif des Kanaks à l'indépendance. Sur la reconnaissance du concept des victimes de l'histoire, j'y reviendrai d'ici quelques instants. De favoriser et de préparer l'exercice de l'autodétermination. Et enfin, d'élaborer un statut d'autonomie interne spécifique, évolutif et transitoire vers une solution qui pourrait être l'indépendance. Dans la délégation de la FNSC, Jean-Pierre Haïfa est le fils d'un déporté arabe venu d'Algérie au début du siècle. Dans la délégation de la FNSC, vous avez Gaston Morlet, dont les aïeux, côté paternel comme côté maternel, sont issus de la comment dire, des bagnards, des condamnés aux travaux forcés. Et parmi eux également, vous avez le sénateur de l'époque, qui est Lionel Cherrier, et qui lui est issu de la colonisation libre agricole, notamment des fameux colons feuillés qui s'étaient installés en particulier dans la vallée de Négropo à Canala, d'où il est originaire, Monsieur Cherrier. Et donc, dans les discussions, ces personnalités font remarquer que dans les consultations des populations qui pourraient se déterminer lors d'un scrutin d'autodétermination, eh bien, ce scrutin est ouvert uniquement aux populations autochtones et que eux qui sont arrivés malgré eux, hein, de manière forcée en Nouvelle-Calédonie, eh bien, avaient peut-être un droit aussi à pouvoir bénéficier de cette autodétermination. Et c'est ce que vont faire les élus indépendantistes. Ils vont intégrer dans un acte unique hein, dans toute l'histoire de la décolonisation française et au-delà, je pense, les populations issues de l'immigration forcée ou libre en Nouvelle-Calédonie. Donc il s'agit pêle-mêle, hein, dans ce tableau récapitulatif, de la main-d'œuvre néo-hybridaise, des travailleurs japonais, des condamnés aux travaux forcés, des travailleurs javanais sur mine, des déportés arabes, on l'a évoqué, des populations venues dans le cadre, les coulisses indiens dans le cadre de la colonisation liée au sucre, les fameux colons feuillés et puis les travailleurs tonkinois euh, depuis l'Indochine française. Plus tard, au mois d'avril 1984, donc on est presque 10 mois après l'accord de Nainville-les-Roches, voilà ce que déclare Yewene Yewene, le porte-parole du Front indépendantiste à l'Assemblée territoriale. Nous avons, nous, Front indépendantiste, reconnu les personnes qui vivent sur ce territoire et que nous avons appelées les victimes de l'histoire. Et il précise, les victimes de l'histoire coloniale de la France, ce ne sont pas les victimes du peuple kanak. Et enfin, sur le sujet épineux du droit de vote, voilà ce qu'il écrit. Ils doivent être nés sur le territoire et doivent avoir soit leur père, soit leur mère nés sur le territoire. C'est de cela que nous avons discuté. En effet, l'un des aspects aussi de Nainville-les-Roches, c'était la volonté de restreindre le droit de vote eh bien, à ces victimes de l'histoire coloniale de la France et puis aux populations autochtones. Lors des débats parlementaires relatifs à l'adoption du statut lemoine, qui est en préparation depuis la fin 1983, eh bien, voilà ce que déclare le ministre par rapport à tout l'enjeu de la situation de l'époque. Donc, le peuple kanak était le seul occupant lors de la prise de possession par la France de la Calédonie. Il s'agit d'une colonisation des terres et d'une colonisation du peuple kanak.
Ils ont donc le droit à l'autodétermination. Et pour lui, ce droit à l'autodétermination ne peut pas associer, ne peut pas être étendu aux populations immigrées qui sont arrivées avec la colonisation. C'est un sujet de fond sur cet aspect-là, un sujet de différence, de divergence avec notamment le Front indépendantiste de Roch-Pidgeot qui dénonce ce statut qui ne va pas assez loin par rapport aux attentes de Nainville-les-Roches. Et puis Jacques Lafleur précise sa pensée et dans les débats du 28 mai 84, voilà ce qu'il déclare. La délégation du RPCR que je conduisais à Nainville-les-Roches n'a jamais accepté de cautionner ni de signer la déclaration finale du gouvernement, faute d'avoir obtenu les garanties légitimes que nous réclamions sur les droits imprescriptibles des Français de toutes ethnies vivant en Nouvelle-Calédonie. Le statut lemoine est adopté le 6 septembre 1984, mais localement, l'Assemblée territoriale va massivement le rejeter parce que les partis en présence va rejeter le statut. Pour les uns, c'est un pont trop loin vers l'indépendance, c'est le cas du RPCR de Jacques Lafleur, et pour le Front indépendantiste, c'est une passerelle, cette fois-ci, trop courte vers la lettre et l'esprit de Nainville-les-Roches. Nous abordons ensuite cette période de 1980-1989. En effet, le statut lemoine va être boycotté de manière active. C'est le mot d'ordre qui est pris lors du congrès de l'Union calédonienne à Touault en octobre 1984. L'idée est de faire échec à la mise en place de ce statut pour les raisons que j'ai évoquées il y a quelques instants. Et donc va débuter en Nouvelle-Calédonie une période que l'on a appelée les événements. Et je vous propose ici une démarche un peu particulière, celle qui a été la leur, c'est-à-dire ce groupe d'historiens qui a eu en charge la rédaction de cette planche et de cette notice dans le Nouvel Atlas de la Calédonie. En fait, ce n'est pas une entrée en matière directe dans le sujet, mais c'est une humble invitation à la manière dont on a usé de la démarche historique pour essayer d'éclaircir un certain nombre de points de cette période. Donc, je vous le disais, dans le cadre de la réactualisation de l'Atlas de la Nouvelle-Calédonie, qui est sorti en 2013. En effet, l'ancien atlas que vous avez peut-être connu, de très grand format, daté de 1981, et contenait les chiffres du recensement général de la population de 1976. Donc, autrement dit, en 2008, lorsque le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le CNRS et l'IRD sur place décident de mettre en place un nouvel atlas de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont à réactualiser à tous les niveaux, les disciplines et les recherches scientifiques et historiques notamment ont très largement progressé en la matière. Donc, le géographe Jean-Christophe Gay, qui a été dépêché du CNRS à l'IRD de Nouvelle-Calédonie, va constituer ses équipes et va donc recruter pour la rédaction de la planche et de la notice numéro 24, qui est consacrée à l'histoire contemporaine de la Nouvelle-Calédonie entre 1946 et 1998, une équipe composée de Mme Sylvette Boubin-Boyer, M. Ismet Kurtovic, M. Louis-José Barbanson et votre serviteur. Et pendant 5 ans, nous allons travailler sur cette planche dont vous avez un extrait ici, sur une proposition de périodisation de la période 1946-1998, et puis une illustration du segment le plus intense, le plus important de la période que nous avons jugé, donc c'est-à-dire la période des événements. Donc sur cette planche, on reviendra peut-être tout à l'heure, vous avez un certain nombre d'éléments dans la légende qui montrent ô combien la période a été, comment dire, difficile, dure pour l'ensemble de la collectivité humaine calédonienne. Et puis, dans la notice, on s'interroge sur un essai de nomination, de renomination de la période. En effet, l'expression les événements ne nous sied guère et on souhaite approfondir la période, les connaissances, l'ensemble des faits pour voir si l'on peut proposer quelque chose d'autre. Et donc, l'encadré que vous voyez ici est le fruit d'une réflexion
autour de cet essai de renomination de la période. Et donc, on aboutit à cette question, événement ou guerre. Et l'on donne un certain nombre d'éléments que l'on passera en revue tout à l'heure. Alors, la question que l'on se pose pour cette période, c'est quand est-ce qu'elle débute et quand est-ce qu'elle se termine? Quel serait l'événement, le fait historique majeur qui serait susceptible d'inaugurer la période et qui serait aussi susceptible de la clôturer? Et donc, on passe en revue un certain nombre d'éléments. On s'interroge, par exemple, sur l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Est-ce que la période des événements pourrait commencer à ce moment-là? Le 22 juillet 1982, lors de l'examen d'un certain nombre de certaines, comment dire, du sujet sur la réforme foncière, il y a un groupe armé de militants loyalistes qui fait irruption dans la salle de délibération de l'Assemblée territoriale. Et c'est pour la première fois depuis l'histoire de cette Assemblée délibérante créé avec le Conseil général en 1885, qu'un groupe armé comment dire, viole l'espace sacré de la représentation démocratique. Donc, est-ce que cet événement-là serait susceptible de constituer le début de la période? Pareil, le relatif échec de la conférence, de la réunion de Nainville-les-Roches, serait-il le signe annonciateur du début d'une nouvelle période conflictuelle? La mort des deux gendarmes de Coindé pourrait elle aussi marquer au fer blanc le début de la période, tout comme la motion de censure et le renversement d'alliance à l'Assemblée territoriale avec l'avènement du gouvernement Tjibaou. Et puis, bien évidemment, en guise de boycott actif des élections, est-ce que le geste de Loi Machoro, brisant l'urne du bureau de vote de Canala, ne serait-elle pas, vu la puissance évocatrice de la photographie dont on dit qu'elle va faire le tour du monde, ne serait-elle pas un insigne compris par tous pour le début de cette période? Et puis, à contrario, quel pourrait être l'événement qui marquerait la fin de ce cycle? Bien évidemment, les négociations de l'accord de Matignon et la fameuse poignée de main iconique entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou pourraient suffire à elles seules à clôturer la période. Période qui est marquée aussi par un second round de discussions qui aboutissent à l'accord de d'Oudinot au mois d'août 1988, où Jacques Lafleur étant absent, il y a une poignée de main porteuse de valeurs et de symboles aussi puissantes que la première entre Dick Ukewé et Jean-Marie Tjibaou qui est échangée sous les auspices de M. Louis Lepinsec, qui était à l'époque le ministre de l'Outre-mer. La loi d'amnistie, la première en 88, puis celle de 90 qui est étendue aux crimes de sang, est-ce qu'elle ne marquerait pas la volonté du législateur de clore la séquence politique des événements pour annoncer une nouvelle séquence politique avec l'accord de Matignon? Le résultat du référendum de novembre 88, le référendum national, qui vient valider en quelque sorte les nouvelles dispositions concernant les institutions calédoniennes, ne marquerait-elle pas, hein, notamment par la validation au niveau national de l'accord de Matignon, une fin à notre période? Et puis, bien évidemment, la puissance du pardon sous l'égide des deux églises historiques en juillet-août 2004 entre les familles Fisdiepas, Wea, Yewene et Chibaou serait elle aussi, pourquoi pas, une fin définitive à ce segment le plus insurrectionnel de notre histoire contemporaine. Et puis, on passe donc en revue l'ensemble de ces faits et on se pose une question, on se dit en fait que en 1981, vous avez l'assassinat d'un élu en charge, en fonction. C'est un leader politique puisqu'il est secrétaire général à l'époque de l'Union calédonienne et il est élu de la circonscription ouest, si mes souvenirs sont bons, à l'Assemblée territoriale. Une mission parlementaire très largement postérieure à cet épisode, qui vient en Calédonie en 1984, dit à propos de cet événement, il est à l'origine d'un climat de tension qui dès lors ne cessera pratiquement plus. C'est à partir de cette époque que l'ordre et la sécurité des personnes et des biens sont gravement menacés. Et puis à la fin de notre période, eh bien, d'autres personnalités sont également assassinées,
tués en la personne de Jean-Marie Tjibaou et de Yewini. Et donc, on prend la décision d'un commun accord entre les rédacteurs de cette notice et de cette planche, eh bien, de borner notre encadrement temporel par l'élimination physique d'élus politiques en charge, hein, puisque Tjibaou, en 89, a été réélu maire de Yingen, et puis Yewini, le vice-président de l'UC, le vice-président du FLNKS, était lui aussi membre du conseil municipal de la commune de Marais. Donc voilà le choix que l'on fait pour l'encadrement temporel de notre période, qui s'étend donc de 7 ans et 9 mois, c'est-à-dire 93 mois, du 19 septembre 81 au 5 mai 1989. Ensuite, on se pose la question que j'avais évoquée tout à l'heure sur la nomination de la période dite des événements. On va donc passer en revue un certain nombre de déclarations qui ont été faites par des acteurs et des témoins de toute cette époque, soit qu'ils soient hauts fonctionnaires, soit qu'ils soient leaders politiques des deux camps, ministres de gouvernement ou spécialistes de la Nouvelle-Calédonie. On passe donc en revue un corpus de 48 déclarations, extraits de discours, extraits d'interviews, dans lesquels un certain nombre de mots reviennent, et en particulier, vous allez le remarquer par vous-même, mais je ne vais pas en faire toute la lecture, vous verrez ça chez vous tranquillement. Alain Christard, par exemple, dans un livre de mémoire, parle de la guerre civile qui menace et de la guerre et les deuils, et il fallait trouver le chemin coutumier de la réconciliation. Pierre Arpariange, qui est le nouveau garde des Sceaux du gouvernement Rocard, et c'est lui qui va devoir batailler pour l'adoption de la loi d'amnistie en 1990. Voilà ce qu'il déclare à la fin de son intervention à l'Assemblée nationale. Donc le territoire glissait dangereusement vers ce point de non-retour où la guerre civile devenait inéluctable et avec elle, tôt ou tard, le détachement de la Calédonie de la France. Harold Martin, qui était un ancien président du gouvernement calédonien, issu de l'accord de Nouméa, déclare à un journaliste corse, où il passe ses vacances en 2014, il ne faut pas oublier que nous sommes passés très près d'une guerre civile dans les années 80. François Mitterrand, en avril 88, dans un discours concernant la campagne électorale pour sa réélection, mais l'indépendance dans cet état de rupture entre deux populations d'importance comparable signifie guerre civile, la seule guerre inexpiable, et donc l'écrasement d'un des deux camps. On devine lequel. Jean-Pierre Chevènement, ministre de la Défense du gouvernement Rocard, lui aussi parle des passions de guerre civile. Pierre Frogier, en 2014, il est alors le sénateur de la Nouvelle-Calédonie, déclare dans une interview: Notre territoire a été livré à une véritable guerre civile, à la confrontation brutale de nos communautés. Un extrait en anglais, le seul que je vous proposerai à votre sagacité, c'est Martine Petrod, qui est une linguiste danoise qui séjourne en Nouvelle-Calédonie en 1985. Voilà ce qu'elle dit. L'alternative, c'est une guerre civile, la seule que doivent craindre les parties concernées. Isabelle Lafleur, au moment du 25e anniversaire de l'accord de Matignon, déclare que la Nouvelle-Calédonie a été marquée par une guerre civile. Il me semble qu'à force de la dénommer pudiquement les événements, nous en avons atténué la portée et ses terribles conséquences. Bernard Pons, qui était au cœur de l'affaire d'Ouvéa au mois d'avril-mai 1988, il était ministre de l'Outre-mer du gouvernement de Jacques Chirac, déclare ceci: Il y a eu entre 81 et 86 32 morts et des centaines de blessés. La Nouvelle-Calédonie était en état de guerre civile. Le sénateur Charrier, qui en 88 n'est plus sénateur, mais reste un observateur éclairé de la situation calédonienne, déclare dans une interview le 27 avril 88, donc on est en plein dans l'affaire d'Ouvéa. Il ne faut pas avoir peur de le dire, nous sommes aujourd'hui dans ce que l'on peut appeler les prémices d'une guerre d'indépendance. La situation est très grave, ce qui se passe partout est très grave. Jacques Lafleur, dans un livre de mémoire politique intitulé L'assiégé, rappelle donc que le 23 juillet 88, donc nous sommes dans un comité directeur du RPCR qui se passe au Mont d'Or, et donc il doit s'exprimer devant les représentants des militants. Et donc, il défend à la fois sa position pour l'accord de Matignon qu'il a signé un mois auparavant avec Jean-Marie Tjibaou. Et voici ce qu'il déclare. J'ai expliqué avec patience et passion.
Il l'a expliqué bien évidemment aux militants présents que la Nouvelle-Calédonie ne pourrait jamais plus vivre normalement si ses habitants refusaient de se comprendre, s'ils refusaient de se reconnaître malgré leurs différences d'identité et de couleur. Je leur ai dit que je n'avais trahi personne, que ces accords étaient plutôt miraculeux, car ils mettaient fin à la guerre civile et nous permettaient rapidement, sans doute, grâce à la France, de comprendre ce qu'était notre propre territoire. Michel Rocard n'est pas en reste, puisque au moment de venir à la fois défendre l'accord de Matignon, mais aussi l'assentiment des populations locales pour le référendum national du 6 novembre 88, il se rend donc en Nouvelle-Calédonie et lors d'un meeting à la mairie de Nouméa le 26 août, il déclare ceci. Il a, lors de ce meeting, euh, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou à ses côtés. Il y a une deuxième raison qui justifie la dimension historique des accords du 26 juin, c'est que pour la première fois, deux hommes d'exception, Lafleur et Tjibaou, se sont mis en travers du chemin fatal qui conduisait à la guerre civile. Plus tard, en l'an 2000, Jacques Lafleur évoque l'accord de Nouméa. C'est un peu l'image de l'Europe avec tous les particularismes qui existent chez nous. Nous, les hommes politiques, nous devons réaliser cette union pour que la Nouvelle-Calédonie ne connaisse jamais plus l'horreur de la guerre civile. Et puis du côté euh, de la presse ou de d'autres acteurs de second plan, si j'ose dire, mais qui ont eu un rôle important à différents moments, voilà ce qu'écrit par exemple un témoin, un militaire du GIGN qui a participé à l'assaut sur la grotte de Gossana. Il écrit un livre de mémoire, OUVEA, l'histoire vraie, et on peut lire dans ce livre, dans quelques minutes, le croissant de terre et de sable blanc que j'aperçois à travers mon hublot. Donc il est en train de partir en hélicoptère d'Ouvéa. Ne sera plus qu'un mauvais souvenir, un terrible souvenir. Je ne reviens pas de l'un de ces paradis touristiques, je reviens de la guerre. Le général Michel Franceschi, qui a été à la tête des forces armées de Nouvelle-Calédonie pendant la période des événements, parle dans son livre Le spectre de la guerre civile plane alors sur la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes en 1998. Le général Alain Picard, lui, il a une position un peu particulière, puisqu'il est à Ouvéa pendant les deux actes d'intensité, qui est l'attaque de la brigade de Fayaoué et puis l'assaut sur la grotte de Gossana. Et voilà ce qu'il écrit dans un livre paru en 2008, intitulé Ouvéa, quelle vérité. Le grand gagnant, c'est aussi la Nouvelle-Calédonie dont la situation de guerre civile a fait place à une situation apaisée. Lors du décès de l'ancien sénateur Diku Kewe, un journaliste du magazine de l'Express, Jean-Michel Demetz, revient sur la trajectoire de cet homme politique calédonien. Et voilà ce qu'il écrit. Kanak attaché à sa culture et patriote fier d'être français, l'ex-président du gouvernement de la Calédonie a permis à l'archipel mélanésien d'échapper à la guerre civile par son sang-froid et sa confiance réaffirmée en la République. En 2008, dans un article du Figaro, Lord aussi parle des accords de Matignon et d'Oudinot et de l'accord de Nouméa qui ont mis fin à la quasi-guerre civile entre loyalistes blancs et indépendantistes kanaks. Les journalistes Edoui Plenel et Alain Rolla, en octobre 88, vont donc publier un livre sur Mourir à Ouvéa, puisque à l'issue de l'assaut de la grotte de Gossana, une polémique s'ouvre concernant l'exécution sommaire dont auraient été victimes un certain nombre de ravisseurs. Et donc Plenel et Rolla écrivent ceci. Entre le 22 avril et le 5 mai 88, il s'est produit un événement sans précédent récent. Sur le territoire proclamé national, la France a fait la guerre, une guerre sauvage, puisque dépourvue d'assises légales crédibles. Ni l'état d'urgence, ni l'état de siège ne furent proclamés, seul cas où l'armée récupère par la loi les pouvoirs de l'autorité civile. Patrick Forestier, qui est aussi un journaliste à Libération, écrit ceci. Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur se sont serrés la main et ont apposé leur signature au bas d'une même feuille de papier. Après les morts d'Ouvéa, ces deux hommes ont eu peur. Ils ont vu passer le spectre de la guerre civile. Enfin, en 2013, à l'occasion du 15e anniversaire de l'accord de Nouméa et du 25e anniversaire de l'accord de Matignon, le journal La Croix réserve un article aux cérémonies, aux commémorations. 25 ans après le drame Nouvéa, 19 militants indépendantistes tués ainsi que 4 gendarmes et 2 militaires, le climat de guerre civile semble oublié.
Et puis du côté des acteurs indépendantistes qui ont joué un rôle pendant cette période, voilà ce qu'écrit Rocco Mitan. En réponse, l'État, pour libérer les gendarmes détenus en otage, déclare une guerre coloniale à ouvert sur fond d'enjeux de pouvoir franco-français, l'élection présidentielle de 88. Suite à ces deux événements, l'État détourne le projecteur et sous le manteau de la neutralité objective se transforme en orbite entre deux communautés, car le pays serait au bord d'une guerre civile. Donc vous voyez quelques dissonances par rapport à la qualification du terme. Jean-Marie Tjibaou, dans une interview au Figaro le 8 mai 88, donc nous sommes quelques jours après l'assaut de Gossana, parle de l'armée française comme d'une armée menant une guerre coloniale. Euh, Dans la bouche de Caroline Machoro, qui était d'ailleurs la seule femme présente autour de la table de négociation de l'accord de Matignon, elle écrit ceci hein, au cours de ce colloque à Paris sur les 25 ans de Matignon et les 15 ans de Nouméa. Nous étions dans une période de guerre, mais il fallait que l'on arrête tout cela pour construire notre pays. Et enfin, on termine avec un extrait du livre L'exception calédonienne de Pierre Maresca, où il parle de la Nouvelle-Calédonie est à nouveau au bord de la guerre civile. Comme vous le constaterez, le terme guerre est quasi généralisé dans toutes les prises de position. Par contre, vous noterez hein, chez Cherrier, chez Wamitan, chez Tjibaou, une approche différente au niveau de la qualification. Alors, si le terme de guerre semble aujourd'hui faire l'unanimité, voyons maintenant quelles sont été les multiples manifestations de cette guerre. Ici, la question, elle s'impose notamment pour essayer de trouver le qualificatif le plus adéquat qui corresponde à la réalité historique tangible de la période dite des événements. Est-ce que l'on est face à une guerre civile, à une guerre d'indépendance, à une guerre coloniale, à une guerre de sécession? Donc passons en revue les multiples manifestations de cette guerre. Alors au préalable, pour mener ce travail, notamment dans la perspective de la rédaction de l'encadré que j'ai présenté tout à l'heure, qui s'interrogeait sur événements ou guerre, point d'interrogation, nous avons mené un très gros travail de recherche archivistique, à la fois précurseur pardon, et indispensable. En effet, pour la première fois à notre connaissance, nous avons établi la liste de toutes les victimes civiles et militaires de la période dite des événements euh, qui ont eu lieu dans l'encadrement temporel qui vous a été proposé tout à l'heure, c'est-à-dire entre le 19 septembre 81 et le 5 mai 1989. Donc pour chacune des victimes, voilà, on a réalisé un travail d'inventaire, de recherche. Et là, je vous ai mis une capture d'écran du tableau général récapitulatif de l'ensemble des victimes. Ici, c'est la première, donc, qui inaugure notre période. C'est celle de Pierre de Clercq. Donc, pour chaque victime, on a fouillé dans sa vie, dans sa biographie, en interrogeant des membres de la famille, en faisant beaucoup de recherches aux archives. Et puis, on a essayé d'établir le plus précisément possible euh, comment dire, son parcours de vie jusqu'à sa mort. Donc à partir d'informations que l'on a collectées notamment dans les services d'état civil et surtout au niveau des actes de décès, puisque les actes de décès sont très riches, très, comment dire, denses en termes d'informations, puisque figure bien évidemment la date de naissance, la filiation au premier degré, hein, donc les parents, le domicile connu, le dernier domicile connu de la personne au moment de la mort, et puis souvent les circonstances ou les personnes qui ont déclaré les faits. Et puis, dans les témoignages que nous avons recueillis aussi, eh bien, on peut également faire un état des lieux de la famille, hein, si la personne, quel emploi occupait-elle, etc. Ensuite, on a essayé d'établir le plus précisément possible, avec les informations dont nous disposions, les archives sont à cet égard, notamment en termes de communicabilité,
relativement hermétique, hein, puisque certains délais de communicabilité peuvent s'étendre pour certains des personnes concernées jusqu'à près de 120 ans. Ça a été quand même assez difficile d'avoir un aperçu global des circonstances du décès. Mais on a pu avoir quelques informations. Et puis après, on a aussi des informations complémentaires, c'est la dernière colonne, hein, sur un certain nombre d'éléments que l'on a collectés au fur et à mesure de nos recherches. Et donc tout ça, ça a été fait pour toutes les victimes. Alors, premier aspect de ce questionnement sur les manifestations de cette guerre, tout d'abord, c'est le bilan humain que nous, l'on peut juger considérable. En effet, après avoir passé en revue l'ensemble des victimes pendant notre période, donc on a un total de 85 morts, soit par arme à feu, soit par arme blanche, par coups et blessures ou par objets piégés. Parmi ces 85 victimes, on a listé 11 cas litigieux. Litigieux, pourquoi? Parce que les circonstances de la mort, les lieux et le déroulement des faits demandent à être éclaircis. En effet, dans les 11 personnes que l'on a volontairement écartées, puisqu'elles n'étaient pas tombées dans des affrontements armés directs, vous avez par exemple des bagarres d'ivrognes qui tournent mal. Et dans le contexte de l'époque, eh bien, ces décès sont récupérés par l'une ou l'autre des parties, par l'un ou l'autre des deux camps, afin soit de fustiger l'absence de sécurité des biens et des personnes, ou au contraire de dénoncer des actes de racisme ou de tentatives d'assassinat. Donc on obtient à ce chiffre, donc en soustrayant les 11 cas litigieux, 74 victimes officielles entre guillemets. Ces 74 victimes, à l'échelle de la population calédonienne à cette époque-là, si on veut faire un parallèle avec la population française à la même époque, eh bien, ça donnerait en France hexagonale 26 000 morts, hein. Et puis, en termes de population déplacée, donc que l'on a surnommé en Calédonie, en tout cas la presse les a surnommés les réfugiés. Donc, ce sont des personnes qui ont dû quitter, pour des raisons de sécurité, leur lieu de vie euh, des vallées vers les villages côtiers ou de l'intérieur vers Nouméa. Et donc, on a 1200 réfugiés au total. À titre d'exemple, après l'embuscade de Yingen, le 4 décembre 1984, il y a un pont aérien et routier qui est établi de Yingen jusqu'à Touo, puis ensuite de Touo jusqu'à Nouméa et la côte ouest. Et il y a à peu près 485 personnes qui, dans les 24 heures à 48 heures qui suivent l'embuscade de Wanyat, eh bien, vont quitter le village de Yingen. Le village se vide de quasiment 60% de sa population. Autre information sur les principales caractéristiques, si j'ose dire, des personnes qui sont décédées. Donc on note que parmi les 74 victimes, vous avez 4 femmes et 70 hommes. Vous avez la plus âgée qui est Lucien Georges, qui a 81 ans, qui va donc mourir de coups et blessures à son domicile de Gadji, sur la commune de Païta. Et puis la plus jeune des victimes, c'est James Tournier-Fels, qui est abattu sur le pont de Thio en novembre 1986, 4 mois après son 15e anniversaire. Euh, le passage en revue des victimes et des familles des victimes, on note donc 16 veuves et 2 veufs, 70 orphelins et orphelines, donc des enfants qui perdent soit leur maman, soit leur papa. Et puis, si comment dire, les secours avaient été ralentis ou s'étaient absentés, ou si la Providence avait été absente, eh bien, les 36 blessés par balle que l'on relève à Temala, à Saint-Louis, à Canala, à Bourail, eh bien, auraient pu alourdir de manière très conséquente la liste des victimes. Parmi les 74 victimes, et à l'image d'ailleurs de toutes les guerres,
ce sont les civils qui en pâtissent le plus, puisqu'on a 61 victimes civiles et 13 militaires. Si je tiens compte de la répartition et de l'appartenance culturelle des victimes, donc je note 46 Kanaks et 28 non-Kanaks, et parmi ces 28 non-Kanaks, 13 sont métropolitains et en grande partie des gendarmes ou des gardes mobiles présents pour le maintien de l'ordre pendant la période. On peut même établir à partir des actes de décès, ça peut paraître anecdotique, mais c'est des informations qui sont quand même à noter. Donc les mois les plus mortifères, donc les plus lourds en victimes, donc sont les mois de mai et de décembre, avec respectivement 26 morts et 18 morts. Et puis les années les plus meurtrières, vous avez, j'allais dire bien entendu, oui, parce que ça s'impose avec la triple tragédie d'Ouvéa. Donc vous avez 1988 avec 30 morts et 1984 avec 18 victimes. Autre manifestation de cette guerre, lorsque l'on a établi le passage en revue de tous les actes de décès, ce qui nous a surpris, parce que le travail n'avait jamais été fait à ce niveau-là, c'est la limite d'âge, enfin pardon, la moyenne d'âge des victimes, qui s'établit aux alentours de 35 ans. Et puis sur l'ensemble de ces victimes, eh bien, on se rend compte que quasiment un tiers, 24 victimes sur 74, eh bien, à moins de 25 ans. C'est-à-dire que la jeunesse calédonienne, quelle qu'elle soit, paye un très lourd tribut aux événements politiques. Autre manifestation de cette guerre, c'est des foyers de violence extrême. En effet, la commune de Yingen, avec 11 morts, donc les 10 morts de l'embuscade de Wagnat, puis ensuite celle de M. Sangarné, dans le village de Yingen, font un total de 11 victimes. Et puis Ouvéa, 29 morts, c'est-à-dire les 4 gendarmes de la brigade de Fayaoué, les 19 militants indépendantistes à l'issue de l'assaut de Gossana, les 2 militaires, et puis la prise en compte, puisque c'est le terme de notre encadrement temporel, des 3 victimes au moment de la levée de deuil à Ouadrilla des 19 d'ouvert. Par exemple, à titre d'exemple, pour vous parler d'extrême intensité, entre le 22 avril, date de l'attaque de la brigade de Fayaoué, et puis le 4 mai 89, à l'issue du deuxième assaut sur la grotte de Gossana, il y a 25 personnes, gendarmes, militaires indépendantistes et militaires, qui meurent. Ça veut dire que si je prends une moyenne sur le laps de temps que cela présente, ça veut dire que vous avez un tué en moyenne toutes les 12 heures pendant 13 jours. Troisième élément d'appréciation, lorsque l'on prend notre encadrement temporel et qu'on le calque aux victimes des gendarmes morts en France en service commandé, donc à l'échelle de l'ensemble du territoire national, donc on a au total 145 gendarmes dans l'ensemble du territoire national qui vont mourir en service commandé. Et sur ces 145 gendarmes, vous en avez 16 qui meurent sur le territoire calédonien. Ça veut dire 11%. 11% des 145 gendarmes tués en service commandé le sont sur le territoire calédonien. Et donc là aussi, on peut faire état d'un bilan pour les forces de l'ordre qui est relativement lourd. Autre aspect, l'érection sur la Grande Terre en particulier, notamment dans l'intérieur, d'une multitude de barrages routiers et de contre-barrages également dans les communes majoritairement loyalistes, comme à Bourail, qui entrave la circulation ou la ralentit très nettement et empêche bien évidemment les personnes et les biens de pouvoir circuler librement. Autre aspect, c'est l'organisation par l'ensemble, enfin par les deux principaux camps qui s'affrontent, d'un certain nombre de meetings, de défilés, de manifestations de masse qui, pour la presse, qui suit majoritairement le dossier calédonien entre 81 et 89, sont autant de démonstrations de force pour l'une ou l'autre de leurs revendications politiques. Ainsi, à titre d'exemple, hein, en 1985, pour la venue surprise
du président Mitterrand en Nouvelle-Calédonie, il y a une manifestation géante des loyalistes à Nouméa qui regroupe apparemment jusqu'à 35 000 personnes. Et puis, les Mélanésiens loyalistes, ils sont regroupés sous la direction de M. François Néoéré et de Mme Denise Tiavoine dans une association qui s'appelle Regroupement dans la case de la paix, organise aussi une manifestation en 86 de près de 3000 personnes qui défilent à Nouméa. Les indépendantistes ne sont pas en reste, puisque autant à Nouméa qu'en France métropolitaine, à Paris, eh bien, ils organisent de grands cortèges pour appuyer leurs revendications. La guerre, c'est aussi des attentats à l'explosif contre majoritairement, c'est en tout cas le passage en revue des sources que nous avons consultées, des attentats à l'explosif majoritairement contre des biens appartenant à des leaders ou des sympathisants indépendantistes. Et puis le palais de justice de Nouméa, qui à deux reprises hein, sera l'objet d'un attentat. Vous voyez la photographie, c'est un attentat à la bombe qui est avec une très forte puissance. Et puis dans la stratégie de la montée de pression, eh bien, on a deux attentats, l'un à Docamo et quelques jours plus tard devant les portes du lycée La Pérouse à Nouméa. Et à partir de la mort de Yves Tual en janvier 85, euh, et puis les 3 nuits d'émeutes qui vont suivre à Nouméa, le délégué du gouvernement, qui est M. Edgar Pisani, va donc en mettre en place des mesures exceptionnelles qui se soustraient au droit commun, notamment en matière d'état d'urgence. Et donc, avec ce cadre de l'état d'urgence, le délégué du gouvernement, le haut-commissaire sur place, dispose d'un arsenal à la fois policier et juridique très important afin de contrôler, de surveiller la population. Ainsi, dans le cadre des mesures extraordinaires de l'état d'urgence, il a la possibilité pardon, de prononcer des décisions d'expulsion de citoyens français d'une partie du territoire national. Donc ce sont quand même des actes assez forts. Ces arrêtés d'expulsion vont concerner d'abord 5 personnes. La cinquième sera, comment dire, échappera à cette mesure parce que son épouse à l'époque était malade, c'est Monsieur Le Bargy d'une association de parachutistes. Par contre, les 4 expulsés du front calédonien, les époux d'Agostini, Monsieur Michel Royard et Monsieur Claude Saran, eux feront l'objet de ces arrêtés d'expulsion, mais ils ne seront jamais retrouvés ou repris par la police. Ils vont donc se cacher pendant de très longs mois. Le délégué du gouvernement a aussi, en tant qu'autorité la plus importante administrative sur le territoire, eh bien, la capacité d'interdiction de séjour d'un certain nombre de personnes pour des menaces, des troubles à l'ordre public. C'est le cas, par exemple, de cet Australien qui réside en Australie, bien évidemment, et puis qui a créé une association qui milite pour la Calédonie française. Et lorsqu'il souhaite venir en Calédonie pour comment dire, parler de son association et de son engagement, eh bien, il est refoulé à Tontouta. Il reprend le même avion de retour que celui avec lequel il était arrivé. On a également un contrôle des médias. La censure, même si elle ne dit pas son nom, s'exprime quand même. Il y a des écoutes téléphoniques qui sont organisées. L'état d'urgence permet également la possibilité de perquisition en dehors des heures légales, c'est-à-dire en pleine nuit par exemple, ou avant l'heure légale de 6 heures du matin. Le délégué du gouvernement a la possibilité aussi d'interdire certaines manifestations, certains regroupements. Les fouilles de véhicules sont généralisées à des points de contrôle, à des checkpoints sur certains axes routiers. Les transports d'âmes, bien évidemment, sont interdits. Et puis, on a pendant toute cette période-là une période de couvre-feu, d'abord stricte, puis ensuite qui sera allégée, notamment à Nouméa et dans les communes limitrophes. Un couvre-feu qui s'étend généralement de 20 heures jusqu'à 6 heures du matin.
Et enfin, il est possible aussi pour certaines personnes de se voir refuser l'entrée sur le territoire national. Autre manifestation en faveur du choix pour la terminologie de guerre, c'est l'organisation par des mains anonymes d'un certain nombre d'actes de sabotage. Le plus important en termes de préjudice, c'est celui qui a été commis au camp des Sapins, donc c'est une mine exploitée par la SLN à Thio, avec des dégâts qui se montent à 500 millions de francs CFP. Et puis les bateaux qui avaient été achetés par le conseil de gouvernement de Chibaou pour la promotion de la pêche côtière en Nouvelle-Calédonie et qui étaient dans la darse de Thio ont été détruits à coups de bâton de dynamite. L'autre aspect, c'est bien évidemment des centaines d'atteintes aux biens matériels. Il est impossible à l'heure actuelle de pouvoir de pouvoir en faire l'inventaire total. Mais sachez par exemple que après le départ des forces armées de l'île d'Ouvéa, 80 cases vont être brûlées et puis un certain nombre d'atteintes aux biens matériels, d'équipements, à certaines stations dans l'intérieur, des actes de vandalisme, de saccage, mais aussi des incendies volontaires vont avoir lieu pendant toute la période. Des atteintes au cheptel aussi, hein, bovins, caprins et porcins. La période est aussi marquée par des séquestrations et des prises d'otages. Alors j'en ai relevé quatre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, le fils de Jean Guillard, qui a fait et cause pour la revendication d'indépendance, va être séquestré pendant 48 heures par des militants loyalistes à Bourail. Au cours de l'affaire d'Ouvéa, le groupe de militants indépendantistes qui se dirige vers Gossana va aussi retenir en otage pendant 13 jours les gendarmes mobiles de la brigade de Fayaoué. Éloi Machoro, et son groupe de militants va également séquestrer la population européenne et wallisienne à Thio pendant 3 semaines, même s'il faut noter, ce sont les propos des témoins que j'ai recueillis, des témoignages que j'ai recueillis. Éloi Machoro a permis donc également, par exemple, à des jeunes bacheliers originaires de la commune minière de pouvoir passer les barrages afin de se présenter au baccalauréat en fin 1984. Et enfin, à Houé, le chef de la subdivision des îles Loyauté, d'origine martiniquaise, le sous-préfet Jean-Claude Demare, va être également retenu pendant 10 jours entre le 21 novembre et le 30 novembre 1984. Il devra sa libération à un échange de prisonniers du FLNKS. Autre aspect du conflit, c'est l'incroyable débauche de moyens matériels en hommes pour le maintien de l'ordre, que l'on peut qualifier de tout à fait exceptionnel. Dans le premier encadré en haut à gauche, j'ai pu retrouver les effectifs des sous-officiers et des officiers à 4 périodes différentes, ce qui nous permet d'apprécier une évolution. Par exemple, au 20 octobre 84, vous avez en Nouvelle-Calédonie un effectif de 306 personnels chargés du maintien de l'ordre. Et 3 mois plus tard, au moment des nuits d'émeute à Nouméa, Laurent Fabius, le tout jeune ministre du gouvernement français, décide donc d'envoyer un certain nombre d'escadrons de gendarmerie mobile, de parachutistes et 3 compagnies de CRS. Et donc le chiffre atteint cette fois-ci 3009 personnels. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 mois, le chiffre des effectifs, enfin les effectifs des forces armées et du maintien de l'ordre a été multiplié par 10. Dans un article issu des Nouvelles Calédoniennes, on apprend par exemple qu'au 1er avril 85, eh bien, ce chiffre de gendarmes, uniquement les gendarmes, hein, s'élève à 2648. Et puis, un certain nombre de représentants des États qui assistent à la session plénière
de l'Organisation des Nations Unies en septembre 1987 s'inquiètent de savoir quel est l'état de présence des personnels militaires en Calédonie. Et donc l'ambassadeur de France leur répond par ce tableau que j'ai synthétisé, puisque en septembre 87, donc vous avez un total de 7020 personnes, pardon, des différentes forces armées et forces de maintien de l'ordre public, ce qui donne à l'époque, au vu de la population calédonienne, un militaire pour 44 habitants. C'est un chiffre très important. À la fin de notre période, on a bien évidemment le paroxysme de l'affaire d'Ouvéa. Cette affaire d'Ouvéa, à l'origine, le congrès du FNKS de Tibarama au mois de mars 1988, avait laissé complète latitude aux groupes de pression et au comité de lutte FNKS dans les communes pour s'élever, paralyser, bloquer, empêcher le référendum, pardon, les élections prévues dans le cadre de la mise en application du statut Ponce. Et les comités de lutte aux îles Loyauté s'organisent pour occuper pacifiquement les trois gendarmeries de Tadine, de Houé et de Fayaoué. Et puis à Ouvéa, euh, pour des raisons dont on n'a pas encore aujourd'hui, en tout cas je n'ai pas encore aujourd'hui les explications, ça va déraper à Ouvéa. Il va y avoir des échanges de coups de feu entre les gendarmes et les militants. Et puis, 4 gendarmes vont être tués au cours de l'assaut de la brigade de Fayaoui. Vous connaissez ensuite, euh, comment dire, l'impact médiatique de cette affaire d'Ouvéa, puisqu'elle intervient entre les deux tours de l'élection présidentielle, qui ont lieu le premier le 24 avril et le second qui aura lieu le 8 mai 1988. Et à la tête de l'État, vous avez François Mitterrand qui se présente pour un nouveau mandat de 7 ans, et puis son Premier ministre Jacques Chirac, qu'il côtoie depuis 2 ans dans le cadre de la cohabitation, eh bien lui aussi se présente au suffrage. Et donc, 3 jours avant le deuxième tour, l'assaut est donné sur la grotte de Gossana. Un premier assaut qui commence à 6h30 et puis un deuxième assaut plus court entre midi et 13h30. Et donc, on va relever au total 19 militants indépendantistes qui vont mourir et puis 2 militaires des groupes des forces spéciales. Donc, c'est le paroxysme de toute cette période. Et c'est à partir de ce moment-là que la Nouvelle-Calédonie est véritablement au bord de l'abîme. J'ai retrouvé dans un livre un extrait euh, d'un texte qui, j'ai trouvé qu'il nous ressemblait, enfin, qui convenait beaucoup à la période des événements. Voilà ce que dit Philippe Delmas dans son livre Le bel avenir de la guerre, publié en 1995. La guerre est l'expression finale de l'impossibilité d'être ensemble. Et les guerres de légitimité, c'est véritablement ce qui concerne la Calédonie, en sont les formes les plus aiguës car elles opposent ceux qui auparavant étaient ensemble, les minorités aux majorités, les autochtones aux immigrés, les nations aux États. Face à l'ampleur de l'affaire d'Ouvéa et à l'impact que cela a aussi bien sur la population locale qu'au niveau national, le tout jeune Premier ministre Michel Rocard va dépêcher sur place très rapidement, à partir du 10 mai, une mission du dialogue qui est composée de représentants des églises, d'un certain nombre de hauts fonctionnaires et puis d'un représentant d'une obédience maçonnique. Et cette mission du dialogue, elle part avec un ordre de mission qui est de ramener la paix dans les esprits et dans les cœurs. Elle va procéder sur l'ensemble du territoire à l'audition d'environ 600 groupes constitués. Quand je parle de groupes constitués, je parle aussi bien de partis politiques que d'associations de riverains, que d'associations culturelles, que de clubs sportifs, de représentants d'entrepreneurs, etc., etc. Et elle remet donc à Michel Rocard un épais dossier dans lequel elle a compilé l'ensemble de ses auditions et elle conclut au fait qu'il est possible d'entrevoir la possibilité d'une réconciliation entre les acteurs calédoniens. Cette mission du dialogue,
elle se caractérise par euh, un mot qui, à l'époque, n'est pas encore totalement dévoyé. Je parle du mot d'humilité. Elle fait preuve d'humilité lorsque, par exemple, elle s'assoit sur la natte à Ouvéa avec des militants indépendantistes pour échanger pendant des heures. Elle fait preuve aussi d'une écoute jugée profonde, c'est-à-dire qu'elle écoute beaucoup, elle parle peu et elle compile l'ensemble de ses auditions. Et elle participe d'une certaine manière à ce qu'on va appeler le miracle de Matignon. En effet, à la suite d'un round de discussions qui ont lieu pendant le week-end du 25 et 26 juin 1988, le 26 juin étant un dimanche, eh bien, littéralement enfermés dans le salon jaune de l'hôtel Matignon, les principales délégations du RPCR et du FLNKS trouvent donc un certain nombre de points d'accroche et d'accord et vont s'engager dans l'accord de Matignon, dont l'image la plus symbolique, la plus emblématique est cette fameuse poignée de main entre Chibaou et Lafleur. Et puis Matignon, vous voyez, dans cet extrait du poète martiniquais Aimé Césaire, va bien au-delà des simples frontières calédoniennes et nationales, puisqu'elle a aussi un écho au-delà des mers. Voilà ce qu'écrit Césaire. Matignon, non pas ce compromis, mais au contraire cette percée, cette avancée, cette victoire, et d'abord une victoire sur soi, la plus grande des victoires, sur la douleur intime, sur le ressentiment, sur la légitime méfiance. Chose extraordinaire qui n'a pas d'équivalent dans toute l'histoire de la République française, figurez-vous que Michel Rocard attend le dénouement de la situation calédonienne pour prononcer son discours de politique générale, qui a lieu le 29 juin, c'est-à-dire 3 jours après l'accord de Matignon et la poignée de main. Et cette période est tellement intense pour lui, dans son souvenir, dans sa mémoire, qu'il relate plusieurs années après, qu'il réserve même les 32 premières lignes du discours de politique générale, qui est un exercice très codifié, très solennel devant la représentation nationale, d'abord à l'Assemblée nationale, puis ensuite devant les sénateurs. Et les 32 premières lignes, je vous ai extrait ce paragraphe. Voilà ce que dit Rocard au début de son discours, Monsieur le Président, en s'adressant au président des deux chambres, enfin, en s'adressant cette fois-ci, pardon, au président de l'Assemblée nationale. Depuis le 10 mai de cette année, pas un jour ne s'est achevé sans que mon action et mes pensées ne soient tournées vers la Nouvelle-Calédonie. On veut bien le croire. 5 jours auparavant, donc il parle ici du 5 mai 88, ce territoire lointain du Pacifique avait été une fois de plus ensanglanté par l'enchaînement des incompréhensions et des violences. De ces heures intenses de discussion, j'ai retenu deux phrases. La première est de M. Jacques Lafleur, il est temps d'apprendre à donner, il est temps d'apprendre à pardonner. La seconde est de M. Jean-Marie Tjibaou, la souveraineté, c'est la capacité de négocier les interdépendances. Et puis il a, dans son discours, cette phrase qui, à mon humble avis, est quelque chose, enfin, a une vraie puissance. Elles expriment à mes yeux, l'une et l'autre, la volonté de paix et de reconnaissance mutuelle de communautés dont le destin est bien de vivre ensemble et non de mourir l'une par l'autre. L'important est qu'il n'y ait demain comme aujourd'hui ni vainqueur ni vaincu, et que seul triomphe une certaine idée que nous pouvons en commun nous faire de notre pays. Dans l'accord de Matignon, un certain nombre de dispositions n'avaient pas été évoquées. Elles le sont par des discussions à l'intérieur des appareils politiques calédoniens et donnent lieu donc à un second round de discussions qui commence et qui se termine d'ailleurs le 20 août 1988, cette fois-ci sur le lieu de travail de M. Louis Le Pinsec à Oudinot. Et donc là, on a les délégations du RPC et du FLNKS qui conviennent donc d'un certain nombre d'aspects que voici. Donc les principales dispositions de ces deux accords politiques. Tout d'abord, les parties conviennent de redonner la capacité administrante du territoire directement à l'État pour une période d'1 an. Charge à l'État de réorganiser les structures administratives et surtout de préparer
D'abord, le référendum, comment dire, national, et puis les élections provinciales qui auront lieu au mois de juin 1989. Le statut de Matignon prévoit que c'est un statut de type fédéral, c'est-à-dire qu'on va créer trois provinces qui sont des véritables collectivités locales de la République avec des compétences étendues. Et donc, on a d'autres de compétences que, la Nouvelle-Calédonie, par exemple, n'a pas, ou que les communes n'ont pas, bien évidemment. Euh, le terme de rééquilibrage est élevé, est pris en considération, et donc une clé de répartition des finances publiques est volontairement inégalitaire. C'est-à-dire que, quel que soit le chiffre de la population, on met en place une clé de répartition où 50% des transferts publics vont à la province sud, 32% à la province nord et 18% à la province des îles. Cette politique de rééquilibrage, elle se traduit aussi par une montée en compétences d'un certain nombre de publics, majoritairement mélanésiens au départ. C'est le fameux plan 400 cadres. Elle entrevoit aussi une politique de grands travaux d'infrastructures primaires et secondaires qui doivent doter les provinces, et en particulier leurs chefs-lieux, Oué pour les îles, Koné pour le nord et Nouméa étant déjà bien dotés, d'un certain nombre d'équipements, de ports, de routes, d'établissements scolaires et puis médicaux. C'est le moment aussi où, pour la première fois, est envisagé l'aménagement en H, de la lettre H, l'aménagement en H de la province Nord, dont la barre centrale, comment dire, sera représentée par la fameuse route transversale Konetiwaka. Il est prévu également à Matignon et à Oudinot de terminer, d'élargir la route côtière entre Dotio et puis Naketi, donc entre la commune de Thio et la commune de Canala. Et donc de lever l'hypothèque des difficultés de transport routier, notamment au passage du col de Petchikara. Il est prévu donc l'organisation d'un référendum national qui valide le processus institutionnel. Il aura lieu le 6 novembre 1988. Malgré une abstention très importante, il valide le processus, même si l'on peut noter par exemple que dans les communes de Nouméa et de la périphérie, eh bien, c'est surtout le non à Matignon qui l'emporte. Il faudra toute la force de persuasion de Jacques Lafleur pour qu'il l'emporte au niveau territorial. Il est prévu également, à l'issue d'une période de 10 ans, c'est-à-dire qui nous mène en 98, d'organiser à l'issue un scrutin d'autodétermination afin d'interroger les populations locales sur l'avenir institutionnel et politique de l'île. Et enfin, il est créé dans le cadre de la traduction organique de la loi référendaire de 88, eh bien, un certain nombre d'agences, c'est le cas de l'Agence de développement de la culture kanak, mais aussi d'autres structures institutionnelles statutaires. Michel Rocard n'hésite pas à descendre dans l'arène pour promouvoir le référendum national du 6 novembre 88. On le voit ici à côté d'une délégation du FLNKS avec le bulletin de vote pour le oui. La loi référendaire de 88, on l'a vu, ça c'est un condensé des dispositions de l'accord de Matignon. L'Assemblée délibérante, une nouvelle Assemblée délibérante est créée. Le Congrès du territoire qui avait existé pendant la période des événements est remplacé par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui réunit donc l'ensemble des membres des assemblées de province, nord, sud, et îles, avec un président et un bureau qui sont élus chaque année. C'est encore cette disposition qui existe aujourd'hui pour l'élection du bureau du Congrès. Et puis, vous avez une commission permanente. La commission permanente, en fait, elle est représentée généralement à la proportionnelle des groupes constitués à l'intérieur du Congrès. Et puis, en fait, c'est un mini-congrès qui travaille pendant pendant l'intercession, c'est-à-dire entre la fin de la session budgétaire et le début de la session ordinaire, et entre la fin de la session ordinaire et début de la session budgétaire. Et puis, vous avez des commissions intérieures dédiées aux différents sujets
domaines de l'activité économique, sociale, sanitaire, etc. On avait parlé de décentralisation locale avec la création de ces trois provinces, hein, dont les assemblées sont élues pour un mandat de 5 ans, et l'exécutif est assuré par le président de chaque collectivité. Voici une carte, je ne vous apprends rien sur le découpage des trois provinces. Je me suis permis de mettre à l'issue, à la suite, l'implantation des principaux gisements de nickel. Donc on voit en fait que la province sud comme la province nord sont équitablement dotées de gisements de nickel. La province nord avec des gisements plus situés sur le littoral, et puis l'immense massif ultramafique des communes de Thio, Yaté et du sud du Mont d'Or. Et puis la réalité de l'époque, la mise en place de ce qu'on a appelé la provincialisation, c'est d'abord un débauche de moyens de transfert public venus de la métropole pour alimenter les compétences dévolues désormais aux provinces. Donc, je vous ai mis ici un petit panel d'extraits d'articles de presse, de la presse locale, pour montrer à quel point on a comment dire, un flot considérable d'argent qui est déversé dans les domaines du logement social, du développement du réseau routier, de la santé et de la médecine, avec par exemple un hôpital sur la côte est à Point-d'Imier, avec un lycée d'enseignement professionnel à Touault, avec un lycée d'enseignement agricole, d'ailleurs baptisé du nom de Michel Rocard à Pointe-Boute, et un certain nombre de structures hospitalières dans le nord et aussi aux îles Loyauté. La SLN n'est pas en reste puisqu'elle promet une augmentation de ses capacités à la fois extractives et de transformation avec un programme de montée en puissance devant amener sa production à 47 000 tonnes en 1991, alors qu'elle était très réduite pendant la période des événements, faute de pouvoir acheminer le minerai nécessaire à faire tourner les fours. Et puis on développe aussi le réseau énergétique avec la création d'une centrale thermique au fioul lourd à Népouy pour alimenter le développement économique du Nord et en particulier de la zone VKP. Et puis en province sud en particulier et dans les îles Loyauté, on fait la promotion du tourisme et on envisage déjà comment dire, la nécessaire diversification de l'activité économique pour ne pas être dépendant, trop dépendant de l'activité du nickel. Donc voilà, j'en arrive avec un petit peu d'avance à la fin du propos. J'ai mis ici les dernières publications qui concernent à la fois toute la période qui ont fait l'objet de ces deux stages entre 1946 et puis 1988-89 que l'on achève aujourd'hui. Donc vous avez un certain nombre de livres qui sont d'ailleurs chacun des apports didactiques sur l'état d'avancée des recherches scientifiques dans plusieurs domaines, hein, notamment en histoire pour ce qui nous concerne de prime abord. Et puis vous avez des livres de mémoire ou de témoignages d'un certain nombre de personnalités calédoniennes, notamment les conversations qui sont menées par Wallace Cotra auprès de Nidoche Neslin et de Jacques Lafleur. L'épouse de l'ancien haut-commissaire Jean-Jacques Brault, qui a fait une biographie sur Jean Lec, qui est parue il y a quelques années, et puis des actes de colloque, hein, notamment sur François Mitterrand et les territoires français d'outre-mer, sous la direction de Jean-Marc Regnault. Donc voilà un certain nombre de lectures que vous avez déjà, je pense, sans doute déjà parcourues et qui sont autant d'apports pour nos supports pédagogiques. Voilà, j'arrive à la fin de mon propos. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Je vais redonner la parole à Patrice et je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite surtout une bonne fin de soirée. Merci à vous.